Non, c'est bien. Oui, voilà, on est en live. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que je dois vous présenter Anne Givaudan? Est-ce qu'on doit encore vous présenter? Je ne pense pas, mais bon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Anne Givaudan, elle fait partie de mes livres de chevet depuis 35 ans. Et donc, elle a aussi participé grandement à mon éveil spirituel et je l'en remercie en direct. Merci. Elle m'a ouvert les yeux. Vos livres m'ont remis d'aplomb et ont répondu à une bonne partie de mes questions quand j'avais 18-20 ans. Et c'est vrai que ça permet quand même de faire un bond en avant assez énorme quand on a des ouvrages de cette qualité-là. Anne, comment allez-vous? Oh, ben moi, ça va, parce qu'on habite une région qui est quand même privilégiée. On est à la campagne. Donc, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est vrai que, bon, ça va. Ça va, je veux dire, on est, bon, en plus, on est dans une région un peu d'irréductible aux Gaulois, ce qui fait que ça rend les choses un peu plus faciles, quoi. On a moins l'impression, quand on veut pas porter de masque ou autre chose, quoi, d'être complètement le mouton noir. Alors, moi, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Anne, sur cette planète? Qu'est-ce qui se passe? Alors, sur cette planète, oui, alors, bon, ben, c'est sûr que je suis pas le médium qui va révéler tout ce qui se passe sur la planète. Mais c'est évident que quand j'ai écrit le livre Celui qui vient, et ensuite en collaboration avec Daniel Moreau à l'époque, et ensuite toute seule le livre sur le gouvernement mondial, c'était il y a quand même quelques années. Et à cette époque-là, comme bon, mon travail, c'est quand même de faire des voyages hors du corps et de voir des mondes ou de voir des choses que peut-être d'autres ne voient pas avec les yeux physiques et de pénétrer dans des endroits où on ne peut pas forcément pénétrer avec des yeux physiques. Ce qui a été étonnant, c'est que donc dans ce premier livre, donc de celui qui vient, c'était les 3 derniers chapitres ont été étonnants, c'est-à-dire que ça a changé complètement de sujet et je me suis retrouvée d'une part, dans les sous-sols du Vatican, où il y avait des réunions très particulières, quoi, avec celui qui est devenu le pape précédent de celui-là, et où il était encore à l'époque, il n'était pas encore nommé pape, donc vous voyez, il y a quelques années, et il était en train de signer des décrets, et les guides avec lesquels on était sur d'autres plans nous disaient, mais vous voyez, celui-là, c'est le mieux renseigné de l'Opus Dei, il a un rôle important et il est en train d'essayer de se faire signer des décrets pour faire tomber des têtes de sages, par exemple, des sages de d'autres pays ou d'autres religions, parce qu'il trouve qu'il y a des fuites financières pour le Vatican qui ne sont pas admissibles. Et puis, il n'y avait pas que ça, évidemment. Après, il y a eu un autre épisode, et puis surtout le 3e épisode qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'à un moment donné, on est allé, donc toujours en décorporation, en voyage hors du corps, on s'est retrouvé au-dessus d'un laboratoire en Alaska. Et dans ce laboratoire, enfin, on n'a pas pu pénétrer évidemment dans le laboratoire parce que ce sont quand même des lieux extrêmement bien gardés, même sur les plans subtils. Mais on a quand même pu percevoir certaines choses et on a vu qu'ils étaient qu'ils étaient en avance et qu'il y avait déjà des manipulations entre des êtres hybrides entre machines et êtres humains. Et quand on a vu ça, enfin, c'était assez choquant d'ailleurs. Ça nous a fait quand même quelque chose, bien entendu. Et puis, enfin, ce qui veut dire que c'était déjà, bon, il y a des choses qui étaient déjà préparées, qui étaient déjà en train de se préparer, donc il y a un certain nombre d'années. À ce moment-là, on a commencé à faire des conférences sur ce sujet, quoi, comme on en faisait pour d'autres livres. On est arrivé au Québec, et à la fin d'une conférence sur ce livre, une personne est venue et nous a remis un gros dossier qu'elle m'a donné, et m'a dit vous allez sûrement vous en servir un jour. Bon, ce dossier, je ne savais pas trop de quoi il s'agissait. Enfin, je savais que ça avait trait à ce qu'on disait, bien sûr. Mais bon, on n'était pas encore
complètement dans ce domaine, quoi. Et, et nous, entre-temps, on avait reçu des menaces en disant, bon, mais si vous continuez à travailler dans ces domaines-là, là, vous risquez gros. Bon, pour nous, risquer gros, ça voulait rien dire parce que de toute façon, on prenait des risques depuis le début. On s'est dit, on s'en fout, on continue. On s'est dit, effectivement, on a risqué gros. On a perdu la maison d'édition, on s'est séparés. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont fait que les choses ont été compliquées. Mais moi, je me suis retrouvée quand même avec ces dossiers. Et quand j'ai vraiment pris le temps de les lire, je me suis rendu compte que c'était des preuves concrètes de ce qu'on pouvait voir, nous, sur les plans subtils, de ce qu'on avait vu, en tout cas. Il y avait des dossiers sur le gouvernement mondial, il y avait qui avaient été pris par des intermédiaires, par cette agence donc, que Serge Monast, à l'époque, avait montée, de journalistes indépendants. Et ça serait génial s'il y en avait encore à notre époque. Enfin, il commence à y en avoir, puisque vous êtes là. Mais je veux dire, il y a des... à l'époque, il n'y avait quand même pas beaucoup de journalistes indépendants. Et donc, je me suis servi de ce matériel et je me suis dit, mais c'est génial parce que ça vraiment, ça corrobore tout ce que j'ai pu voir, vivre et entendre sur d'autres plans et qui est en train de se préparer. Quand j'ai sorti ce livre-là, je me suis dit, au moment où j'allais le sortir, j'ai voulu contacter Serge Monast et à ce moment-là, j'ai appris qu'il venait d'être assassiné. Donc, pour lui dire que justement, je m'étais servi du matériel qu'il m'avait offert. Donc, c'était tout. Donc, déjà, bon, ça a démarré comme ça, hein, l'histoire. Et puis, c'est là où on s'est aperçu petit à petit qu'en fait, il y avait une espèce de machination. Et puis, j'ai pu voir sur d'autres plans aussi qu'il n'y avait pas que... Enfin, qu'il y avait des enjeux qui étaient extrêmement importants, que la planète Terre, c'était quand même un enjeu. C'est une planète école, mais en même temps, c'est une planète qui est enviée ou qui est regardée par beaucoup d'autres êtres, d'autres planètes. Pour ça, évidemment, il faut déjà se dire, ben oui, il y a quand même la vie ailleurs que sur Terre. Et que la Terre est un enjeu important. Alors, certains la voient comme un laboratoire d'expérience, d'autres la voient comme dans ces êtres d'outre-espace. Hein. D'autres la voient comme, on pourrait dire, comme, je veux dire, un endroit où on peut se servir. Et puis, et des habitants dont on peut se servir parce qu'ils sont au niveau un peu préhistoire. Donc, on peut les traiter comme nous, on traite le bétail, c'est-à-dire pas super. Et puis d'autres qui ont envie d'aider la planète dans son évolution parce qu'ils sont là pour aider. Donc, vous voyez, les enjeux qui se passent sur d'autres plans, mais c'est ce qui est en train de se passer maintenant sur un plan physique. Pendant longtemps, donc, ce gouvernement, enfin, c'est ce 1%, admettons, qui mène le monde. Mais c'est pas eux, en fait. Je veux dire, il y en a encore au-dessus d'eux. Hein. Je veux dire, j'ai écrit un livre donc, qui s'appelle Gina. Alors, le premier titre, c'était Il voulait un garçon, mais c'est pas tout à fait le sujet. Mais où justement, on voit comment il y a des êtres, effectivement, qui sont là pour se servir sur la planète. Quoi. Donc, c'est à partir de ça que j'ai continué, disons, aussi dans ce domaine, pas seulement dans ce domaine, mais aussi dans ce domaine. Donc, la question que vous me posiez, c'était qu'est-ce qui se passe sur Terre? C'est-à-dire, ce qui se passe sur Terre, c'est qu'avant, ces êtres-là se cachaient et que tout le monde se doutait quelquefois qu'il pouvait se passer des choses, mais en fait, on n'en était pas sûr. Et puis, quand on en parlait, on était complotiste, maintenant aussi, bien entendu. Mais aujourd'hui, je veux dire, c'est quand même clair. C'est quand même clair, c'est visible. Je veux dire, ils peuvent plus se cacher parce qu'ils sont dévoilés de partout. Donc, ils ont intérêt à faire ça ouvertement parce que de toute façon, ils ont plus cette possibilité de faire ça en catimini, quoi. En tout cas, c'est clair pour nous, mais il y a encore des gens qui sont encore qui dorment encore. Hein, Oui, mais il y en aura toujours. Mais il y en a un peu moins quand même. Je trouve que c'est en train de se réveiller parce qu'il y a des gens qui se disent, mais il y a tellement d'informations sur ce sujet que ceux qui ne veulent pas, évidemment, on ne peut pas les obliger à croire des choses comme ça parce que c'est pas possible. Mais en même temps, c'est important, je veux dire, qu'il y ait cette information parce qu'ils ne pourront pas dire, bon, on ne savait pas. Il y a des gens qui ont peur, en fait, donc il y en a beaucoup
Et c'est la peur qui est maintenue, enfin je veux dire, qui crée cette matrice sur la planète Terre, qui fait qu'il y a des gens qui n'ont pas envie. Ils se disent, si on sort la tête de ça, on va, qu'est-ce qui va nous arriver, quoi. Et c'est cette peur qui crée tout le problème. Moi, je me rappelle je crois que c'est dans Récit d'un voyageur de l'astral, où c'est l'être bleu qui vous donne des enseignements, des renseignements, et qui vous dit qu'à l'époque de l'Atlantide, il y a eu deux factions, une faction un peu lumineuse qui a combattu les fils de Bélial. Ouais, mais c'est ça. On est au même niveau. On est au même niveau qu'en Atlantide, c'est-à-dire maintenant où, à nouveau, je veux dire, on va faire que la planète va à nouveau ne pas passer ce virage, et ça, j'y crois pas. C'est pour ça que je me dis, c'est quand même une période initiatique intense, parce qu'on a toutes les chances de pouvoir passer. Alors après, avec plus ou moins de douleur, avec plus ou moins de problèmes, ça, ok, c'est comme les accouchements, en fait. Hein. Je veux dire, ça peut être plus ou moins facile, d'accord, mais pour moi, c'est vraiment quand même l'enjeu. Et là, mais en même temps, je suis vraiment très optimiste sur ce qui va se passer. Pas sur le comment ça va se passer, mais sur le résultat final. Parce que il y a eu la Lémurie qui a été un continent qui a disparu. Il y a eu l'Atlantide. On en est à cette vague où maintenant on est à nouveau au même niveau. Bon, je veux dire, même si la population générale ne sait pas à quel niveau d'expérience on en est, on est au même niveau qu'à l'époque de l'Atlantide, si ce n'est plus. Mais cette fois-ci, je veux dire, il y a des êtres qui sont revenus à la fois de l'époque Atlante, à la fois de l'époque lémurienne. Il y a plein de gens, je veux dire, on est tous revenus pour cette époque-ci. On est tous revenus pour que justement on arrive à passer cette époque et qu'on puisse la passer, je dirais pas brillamment, mais en tout cas à réussir, quoi. À ce que ça soit pas comme d'habitude ou comme ça s'est fait autrefois. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, la Terre va être un désert. Ça, c'est une des probabilités, mais je pense que c'est vraiment la pire. Va être comme un désert parce qu'on aura complètement désertifié la planète, quand on aura fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle soit comme ça. Et à ce moment-là, l'humain sera ou extrait sur d'autres mondes ou sera mort, quoi. Mais en fait, donc il sera dans d'autres mondes de toute façon. Puisque vous parliez de Daniel Meroy, j'ai entendu un interview récent de lui où il disait quelque chose qui m'a pas fait plaisir spécialement, mais qui corrobore ce que je pense. Il a dit qu'on n'avait pas encore touché le fond de notre descente dans la matière. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'ai pas écouté l'interview, mais je pense qu'effectivement, on n'a pas touché le fond parce que pour moi, c'est une première phase. Et là, on est en train, je veux dire, il y a des tests qui sont faits pour voir jusqu'où on va accepter, pour voir ce qu'on va faire, pour voir comment on réagit à telle et telle chose. Ensuite, par exemple, s'il y a ce problème de vaccination et de 5G, bon, c'est évident que ça permet à la fois de modifier les climats, ça permet, bon, même si c'est déjà fait, mais ça permet aussi sur un être humain de modifier l'ADN. Et aussi, je veux dire, la combinaison des deux va faire en sorte qu'il va y avoir des personnes qui vont être intellectuellement au niveau intellectuel normal, enfin, qui est le leur, mais qui seront incapables de penser par elles-mêmes. Et c'est ça qui est grave. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'autonomie. On va être comme des zombies intelligents. Enfin, intelligents, en tout cas au niveau où on peut l'être. Mais on gardera cette intelligence qui fait qu'on sera bien dans les domaines où on est, mais avec une incapacité d'être indépendant, avec une incapacité de penser par nous-mêmes, avec une capacité simplement d'obéir aux ordres. Et ça, je veux dire, on est en train d'aller... C'est-à-dire que... Pardon? Je disais, on peut se retrouver à être tout simplement de type mental, mais pas connecté en conscience. On aura un mental qui sera équilibré, en fait. Enfin pas équilibré, mais je veux dire qui sera au niveau, qui sera opérationnel, disons, alors que, mais je veux dire, à d'autres niveaux, on sera complètement zombie, quoi. Et on sera dans cette matrice en train de se dire, mais peut-être que ça, le monde, c'est ça. Je veux dire, mais il y a des films qui sont là-dessus, parce que des gens de science-fiction, qui font de la science-fiction, sont quand même inspirés. Et ils montrent des choses qui pourraient être notre futur si on continue sur cette lancée-là. C'est pour ça qu'effectivement, on n'a pas touché le fond, c'est vraiment les prémices, là. Bon, il y a déjà des choses qui ont été faites avant, mais là, c'est vraiment au niveau mondial, c'est vraiment une grande expérience.
Mais en même temps, pour moi, c'est vraiment aussi une initiation. C'est-à-dire qu'on a, je veux dire, les choses n'arrivent pas par hasard. Donc, on a attiré ça à nous. Et à un moment donné, on a attiré ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que maintenant, on va être capable de passer au-dessus de tout ce genre d'épreuves, quoi? Qu'est-ce que ça nous montre? Qu'est-ce que ça nous oblige à faire? Ça nous oblige quand même, ne serait-ce que le confinement, ça nous oblige à remettre notre vie en question. Si on ne la remet pas en question et si on ne remet pas la vie générale en question, si on n'œuvre pas au service du vivant, si on œuvre toujours au service de l'ego, de l'argent, de la gloire ou de n'importe quoi, et ben à ce moment-là, évidemment, on ne se sera pas servi de cette épreuve initiatique, quoi. Mais on pourrait s'en servir comme un tremplin, c'est ça qui serait génial, quoi. Au contraire, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus besoin des 1% qui gèrent le monde. On n'en a pas besoin. D'autant que c'est 1%, et encore, je pense qu'ils sont encore beaucoup moins que ça. Ces 1% obéissent à des forces. Est-ce qu'on pourrait les nommer? Est-ce que vous pourriez mettre une étiquette dessus? Est-ce que c'est les reptiliens? Oui. Alors moi, je ne vais pas donner de nom, mais par contre, dans le livre Gina, donc justement, c'est une journaliste que j'ai contactée après sa mort, évidemment, donc sur les plans subtils, et qui travaillait pour le Vatican, parce qu'elle avait des capacités particulières. Donc ces capacités qu'elle avait, ça l'a amenée à un moment donné à arriver jusqu'à un être très particulier qui lui dit, mais moi, je suis au-dessus des lois, je suis au-dessus de tout, et c'est moi qui gère. Et il faisait des réunions, elle a dû assister à des réunions parce qu'elle devait découvrir d'autres choses. Hein. Elle a assisté à des réunions où il y avait des représentants, non pas officiels, non officiels, de différents pays, de tous les pays du monde en fait, et où cet être-là demandait, alors vous en êtes où? Qu'est-ce que vous avez fait pour que la population commence à être réduite? Comment on va réduire la population? Comment on va enlever les personnes qui ne servent à rien pour eux, entre guillemets, c'est-à-dire handicapés, les vieux, les enfants qui sont pas tout à fait au top, qui sont pas. Et puis comment on va faire en sorte pour que les autres soient au service. Donc c'était ça l'objectif, quoi. Mais en même temps, s'infiltrent dans ces réunions-là des êtres qui sont d'autres plans aussi et qui sont là pour justement empêcher que les choses se fassent exactement de cette façon-là. Donc pour enrayer la machine, c'est le grain de sable qui enraye la machine. C'est comme elle qui, à un moment donné, elle a refusé de continuer à collaborer avec cet être-là, mais elle a vu que cet être-là, par exemple, il y avait des cérémonies où il se nourrissait. Alors, quand on parle de pédophilie en ce moment, ben évidemment, il y avait des cérémonies où on prenait où elle voyait qu'il y avait des espèces de messes qui pouvaient ressembler à des messes noires et où on buvait le sang des enfants et des choses de ce style-là. Je veux dire, et c'est pas du cinéma, quoi. Je veux dire, alors on peut dire, oui, on rêve, mais non, pas du tout. Malheureusement, c'est un vrai cauchemar. Mais c'était comme ça. Et cet être-là, quand elle lui a dit, mais je sais plus enfin exactement ce qu'elle lui dit, mais à un moment donné, on se rend compte que de toute façon, on lui dit, mais moi, j'ai pas besoin de créer, j'ai même pas besoin de créer des guerres. Les humains les créent d'eux-mêmes. Ils sont suffisamment stupides pour le faire entre eux, pour se battre entre eux. Moi, je me nourris de leur énergie, je me nourris de la haine qui dégage, je me nourris de la peur qui dégage. Et il dit, je suis au service d'autres entités. On pourrait appeler ça les entités lucifériennes, mais aussi un peu, je pourrais dire, le mouvement hitlérien, par exemple, qui était aussi mené de cette façon-là, n'a jamais disparu. C'est un mouvement qui, à un moment donné, a changé de nom, après a été un peu en sommeil, il est toujours là. C'est toujours le même, qui veut éradiquer les faibles, qui veut faire des races unies, qui veut avoir des esclaves sous ses... C'est le même projet, et ce projet-là, il ne vient pas que des humains. Donc, je veux dire, il y a des êtres qui ont tout intérêt à ce que la planète soit à leur service, parce qu'il manque de certains éléments. Vous n'avez pas vu les histoires de chevaux en ce moment? Si, oui. Ah oui, à un moment donné, il y a eu des histoires de vaches qui étaient les mêmes. Et là, je lisais un article d'un journal complètement banal qui disait, mais les policiers disent que pour l'instant, il y a que 20, ils pensent qu'il n'y a que 20% qui vient des humains. Ah, ils n'ont pas parlé d'extraterrestres, évidemment, mais eux, ils pensent d'autres choses, ils ne savent pas. Mais ils disent, il y a pas, ils n'arrivent pas.
Et le gars qu'ils ont fait prisonnier, ben, ils l'ont relâché parce qu'ils n'ont pas de preuves. C'est bien sûr. Alors, tout ce petit monde-là qui fait partie de l'élite dominante, ce que moi j'appelle l'élite satanique, hein, Oui, c'est ça, bien sûr. Oui. ils ont tous Il y a des hybrides dedans, hein, bien sûr. ils ont tous pactisé Ils ont tous. ils ont tous pactisé avec ces forces qu'on peut appeler les frères de l'ombre ou les forces des ténèbres ou comme on veut. Tous ces Oui. gens-là, alors je vais pas les nommer hein, parce que c'est pas, Non, non. ils y sont tous. Hein, Bah, ils ont leur pouvoir à partir de ça. Hein. De toute façon, sinon ils n'auraient pas de pouvoir. Et c'est parce que nous, on veut bien. Quoi. Je veux dire, les grands ne sont grands que parce qu'on est à genoux. Hein. Ouais, bien sûr. Bien C'est sûr. ça. Et donc, en fait, les frères de lumière qui veulent nous aider sur les plans subtils, Ouais. est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose sur Terre ou est-ce qu'ils comptent sur les plus éclairés d'entre nous pour agir? Alors, il y a les deux. Il y a les deux parce que dans la matière, ils ne vont pas avoir le même impact. Quelque chose qui vient de l'ombre est plus dense. Donc, plus la densité est forte, évidemment, plus l'action dans la matière est possible. Tandis que quand un être est plus lumineux, je veux dire, d'une part, il ne va pas imposer certaines choses parce qu'il laisse le libre arbitre, il va suggérer, alors que les êtres de l'autre côté, disons, on pourrait dire les frères et sœurs de l'ombre ou les anti-Shambhala ou ce que vous voulez, eux vont imposer, ils vont s'immiscer, ils vont ordonner, alors que c'est pas le même travail. Alors c'est plus long, ça paraît plus difficile, ça paraît, on se dit bah, où est-ce qu'ils sont en fait, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils nous ont laissé tomber? Mais non, ils sont là, mais ils attendent aussi que en nous il y ait quelque chose qui se réveille. Et c'est ce que je disais, j'en discutais avec une amie, donc avec Guy Lanctot par exemple. Je disais, ben moi j'aimerais bien qu'à un moment donné on descende tous, enfin tous ceux qui ont envie, qu'on descende tous au même moment dans la rue et puis que dans le monde entier ça soit comme une vague. Mais, et elle me disait quelque chose de très juste, elle me dit, ben d'accord, mais en fait descendre dans la rue ça peut paraître chouette sur le coup, mais ces entités-là s'en fichent. De toute façon, elles se fichent de nos révolutions, elles se fichent de tout ça parce que de toute façon, elles s'en nourrissent. Donc, c'est pas leur problème. Par contre, elles ont peur de notre changement intérieur, de notre liberté intérieure, de ce qui va se passer à l'intérieur de nous. Donc, elle me disait, ce serait beaucoup mieux que ça vienne de l'intérieur de nous. Et ce en quoi il a raison. Parce que si quelque chose change en nous vraiment, à ce moment-là, ça va changer à l'extérieur. Et alors qu'on prend le problème à l'envers, on veut d'abord que les choses changent à l'extérieur. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le gouvernement français. On veut changer un gouvernement, on le change, mais en fait, on prend les mêmes. Ça revient exactement au même. On va changer les noms, et puis pour finir, vous aurez les mêmes personnes qui vont être à la tête. Ils auront été éduqués de la même façon, ils seront passés par les mêmes écoles, les mêmes initiations, et ils auront le même objectif. Donc, on n'a toujours rien changé. C'est un peu comme les révolutions, quoi. Je veux dire, on fait une révolution. OK, peut-être qu'on peut obtenir effectivement tout d'un coup de ne plus porter les masques ou de ne plus être confiné, ça serait déjà pas mal. Mais pour le reste, vraiment, en profondeur, si on veut que ça change, il faut vraiment que quelque chose change à l'intérieur de nous. Quoi. On décide, nous, de changer et pas de reprendre en se disant « Ah, on espère que ça va s'arrêter pour reprendre la même vie. » Ça serait ridicule, quoi. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ben, à nouveau, on n'aurait pas changé. Et à ce moment-là, on aura les gouvernants qu'on mérite. Quoi. Alors, justement, à propos de ça, puisqu'il y a il y a une véritable intention de la part de nos élites de nous mettre en esclavage, c'est une évidence. Est-ce que finalement l'humanité qui dort encore n'a pas besoin de ça, qu'on lui enlève toutes ses libertés individuelles pour que finalement elle se réveille et finalement désire s'en émanciper? Si, c'est pour ça, je dis c'est un peu un coup de pied au culte, parce Voilà. que c'est vraiment initiatique. Ouais. C'est comme tout d'un coup, bah, j'ai plus rien, qu'est-ce que je fais quoi Et s'ils se réveillent pas, bon bah tant pis, bah, je veux dire, il y en a d'autres qui se réveilleront. De toute façon, on peut pas avoir que des moteurs et que des locomotives. Donc, il va y avoir des meneurs. Et puis après, il y a les suiveurs, et les suiveurs, ils finissent par suivre de toute façon. Donc, c'est pas très grave. Je me dis, une révolution, même intérieure, n'a jamais été faite par des majorités. Ça a toujours été des minorités agissantes qui, à un moment donné, vont entraîner les autres. Et c'est ça qui est important. Parce que du coup, ça va partir comme ça, quoi. Alors,
Ces êtres-là, on ne peut pas leur donner un nom. Est-ce qu'ils viennent d'une planète particulière ou d'un système particulier ou c'est pas du tout? Alors, bon, on a beaucoup parlé des petits gris, on a beaucoup parlé des reptiliens, on a beaucoup, mais il y en a d'autres, hein. Je veux dire, oui, il n'y a pas que ceux-là, mais ceux-là en font partie, bien entendu. Les petits gris étant juste les serviteurs des autres, mais quand même. J'ai déjà vu des êtres qui ressemblaient un peu à ceux du Seigneur des Anneaux, là, le petit bonhomme du Seigneur des Anneaux, qui parcouraient la Terre, je veux dire, comme s'ils se nourrissaient de nourriture, je veux dire, de toutes nos haines, de toutes nos peurs, de toutes nos... Et ça leur donne de la force, et à ce moment-là, ils peuvent la répandre encore plus partout, quoi. D'ailleurs, il n'y a qu'à écouter les infos classiques, et puis c'est bon, quoi. Je veux dire, alors après, les gens sont complètement anéantis, c'est bien, quoi. C'est bien fait. En connaissant, d'ailleurs, ils doivent se faire aider par de grands psychiatres ou psychologues, ou enfin manipulateurs en tout cas. Et ça marche bien, quoi, parce que c'est facile, quoi. Alors, moi, j'ai pas votre capacité à sortir de mon corps quand je veux, mais il m'est arrivé de me retrouver quand même dans des situations où j'ai vu quand même ils ont une armée de l'autre côté, Ouais. dans la salle. Je l'ai vu, cette armée. Est-ce ils ont des armes technologiques qui fonctionnent soit je sais pas si c'est sur le plan vital ou si c'est sur le plan astral. Je pense que c'est le plan astral. Ouais, sur le plan astral. Déjà, ils ont une facilité à gérer nos émotions ou à éveiller des émotions chez nous. Donc, ça, c'est sûr. Alors, il y a les implants, bon, aussi, par lesquels ils peuvent agir. Je veux dire, un implant, c'est facile à mettre, hein. D'ailleurs, les vaccinations, ça en fait partie aussi. Mais là, c'est plus physique. Mais je veux dire, même des implants sur un plan plus subtil, ça peut gérer nos émotions, ça peut gérer nos pensées, ça peut faire un tas de choses, quoi. Ça dépend à quoi ils sont destinés, hein. C'est plus cela. Alors, pour eux, c'est facile parce que d'ailleurs, en Atlantide, presque tout le monde était pucé. Parce que les uns, c'était parce que c'était des scientifiques qui voulaient avoir des contacts avec d'autres mondes. Et puis, il y en a qui voulaient avoir aussi des facilités par rapport au paiement. D'ailleurs, on est en train de vouloir nous enlever les espèces. Vous pensez bien que... C'est pour ça qu'il faut vraiment s'organiser en réseau et puis arriver justement à fonctionner avec tout ce qu'on a sans avoir besoin de toutes les interdictions qu'ils nous proposent. Et c'est là où ça va commencer à se jouer, hein. Et qu'est-ce qu'on a comme arme, nous, concrètement, pour essayer de contrecarrer ces plans? Quelle est la clé, en fait? Est-ce que c'est un éveil massif, global de la population? Ou est-ce qu'il y a une méditation particulière à faire? Les méditations, j'en propose souvent, mais je veux dire, ce sont des aides. C'est pas ce qui va, à un moment donné, je veux dire, il faut qu'il y ait un réveil de la population, mais il faut en même temps, oui, on pourrait dire que on va s'en sortir. Mais on va s'en sortir parce qu'à un moment donné, on va trouver la force en nous, on va trouver en nous le fait qu'on est puissant. On a l'impression de ne pas l'être, on fait confiance à n'importe qui, sauf à nous, et on a l'impression que s'il y a un ordre extérieur, ben, je veux dire, il faut écouter l'ordre qui est à l'extérieur, alors que ça n'a aucun rapport, je veux dire. C'est pour ça que je dis les puissants sont puissants parce qu'on est à genoux, c'est vrai, mais ce qu'il faut, c'est se lever. À un moment donné, se lever à l'intérieur de nous, c'est vraiment important. Ça veut dire, ok, je reconnais que je suis puissant et je suis capable de gérer mes pensées. Je me lève. Oui. Voilà. Mais de gérer ses pensées. Et ça, pour nous, c'est un travail qu'on est en train de faire avec Antoine, là. C'est un gros, qui nous paraît très important. Parce que les personnes ne se rendent pas compte qu'avec leurs pensées, elles peuvent changer le monde. Et donc, si elles arrivent à gérer leurs pensées au lieu de se faire gérer par leurs pensées, par leurs émotions, par leur mental, si c'est elles qui reprennent le pouvoir sur leurs pensées, sur leurs émotions, sur leur mental, à ce moment-là, elles vont pouvoir diriger et émettre des pensées qui vont pouvoir changer le monde. Et ça, c'est important. On a ce pouvoir-là. Et ça, c'est le pouvoir que craignent les autres entités, que craignent les autres, même humains, hein, enfin, je veux dire. C'est notre pouvoir. Notre pouvoir, c'est le principal de notre pouvoir, c'est notre ouverture de cœur. Je veux dire, c'est l'amour qu'on peut dégager, la non-peur, donc l'amour et la peur, ça ne va pas ensemble, donc à ce moment-là, on n'a plus peur. Les connaissances qu'on peut avoir, mais vraiment intérieures, qui font qu'à un moment donné,
On sait que la mort n'existe pas. Et à ce moment-là, on n'a plus peur de la vie. Je veux dire. Et puis, tout ça c'est important, quoi. Et ce pouvoir-là, c'est un pouvoir que eux ne peuvent pas enrayer et contre lequel ils ne peuvent absolument rien. C'est notre pouvoir, mais il faut qu'on se réveille, quoi, c'est ça. Alors, les formes pensées, je sais que vous avez écrit un livre sur les formes pensées. Et qu'on fait des... Oui, alors est-ce qu'il est plus facile d'instaurer des nouvelles formes pensées libératrices et salvatrices que de supprimer les anciennes qui peuvent quand même faire des blocages, des barrages quand même à pas mal de choses. On fait les deux, hein. C'est-à-dire que, par exemple, même dans le livre, on montre comment, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une forme pensée, comment elle joue dans tous les secteurs de notre vie, alors qu'on croit être libre, on ne l'est pas du tout. Et ensuite, comment, quand on les reconnaît, comment s'en libérer. Et donc, on s'en libère, et après, on peut apprendre, effectivement, à émettre d'autres types de formes pensées. Et à ce moment-là, je veux dire, c'est tout ça. Sur d'autres planètes, les enfants, je veux dire, les entités qui sont en bas âge, et ça dure pas longtemps, enfin qui sont petites en tout cas, dès leur jeune âge, elles apprennent à éradiquer des formes pensées, à gérer ça, à enlever les nuages sombres. Quand il y a une pensée nocive qui peut apparaître, elles savent la transformer immédiatement. Donc je veux dire, c'est un savoir qu'il y a ailleurs, mais sur Terre, pour l'instant, c'est encore compliqué, parce que la Terre, elle a un rôle qui est unique. Elle a un rôle quand même, c'est la seule planète du système solaire qui est une fausse note actuellement, mais qui j'espère ne va pas le rester encore longtemps. Mais en même temps, c'est la seule planète qui a autant de races différentes. Les autres planètes, il y a une race, point. Donc c'est plus facile de faire l'unité. Son travail, c'est de faire enfin son challenge un peu, c'est de faire l'unité dans la diversité. Donc c'est un gros travail. Et quand elle va y réussir, ça sera super, quoi, je veux dire, parce qu'on est sur une planète qui est magnifique. Ah ouais. Mais qui est magnifique. La grande sœur de la Terre, Vénus, dont vous avez parlé dans Alliance, et c'est dans Alliance, hein, vous avez parlé de Vénus. Vénus est une planète ascensionnée, donc les Vénusiens sont ascensionnés, ça me paraît logique. Ils ont déjà eu un plan de sauvetage pour la Terre, ils sont déjà venus nous aider dans le passé. Ils ont créé une ambassade donc qu'on appelle Shambhala pour certains, pour ceux qui connaissent, voilà. Qui est à la fois dans l'Himalaya et à la fois dans les Andes, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils ont vu la Terre peuplée à la fois par des races qui avaient détruit leur propre planète, et puis en même temps par d'autres races, quoi, ils ont dit on peut pas laisser la planète uniquement dans les mains de ces êtres-là. Donc on va venir et créer, disons, des ondes, et en même temps, certains des êtres de Shambhala ont commencé à s'incarner aussi sur Terre pour avoir une certaine action. Même Jésus, je veux dire, en fait partie. Hein. Donc, je veux dire, ils viennent à des périodes régulières, et à un moment donné, ils apportent un enseignement. Ils apportent, bon, c'est vrai qu'on pourrait se dire, on n'a pas compris son enseignement, mais enfin, quand même, ce sont des êtres qui, même s'ils viennent sous la forme la plus humble possible, je veux dire, par exemple, il y en a qui se sont incarnés quand on a eu un contact avec eux, ou quand j'ai eu un contact avec eux. C'est vrai que notre guide nous a dit, mais vous savez, il y en a qui sont incarnés comme, par exemple, un tel est un cordonnier au Moyen-Orient. Donc, ça n'a aucune importance. Je veux dire, les rôles, ils s'en fichent. Mais par contre, quand ils vont s'incarner physiquement à un endroit, il y aura un rayonnement autour d'eux qui va faire que les choses peuvent changer. Mais elles ne vont pas changer malgré nous. Je veux dire, c'est ça. Il faut que nous, on fasse un pas en avant pour que les choses puissent changer. Donc, il y a cette capacité, cette possibilité, on l'a, et ils sont toujours en train de nous aider. Donc, je veux dire, ils ont évité quand même des catastrophes. Bon, il faut dire que c'est parce qu'aussi ça les concerne. Tout ce qui est nucléaire n'existe pas. Enfin, je veux dire, ils vont l'empêcher. Quand il y a eu Tchernobyl, quand il y a eu Fukushima, ils sont intervenus. Donc, ils interviennent. Mais ils n'interviennent pas sur nos actions à nous. Je veux dire, c'est à nous, à un moment donné, de nous réveiller. Donc, ils envoient quand même des injonctions, ils envoient des possibilités. Ils le font quand ça peut toucher aussi les autres planètes du système solaire.
Et c'est pour ça que je dis, il n'y aura pas de guerre nucléaire, c'est même pas la peine de craindre ça parce que ça sera empêché de toute façon. Donc, C'est oui. déjà bien. Déjà, il n'y aura pas ça. Alors, la Lune, moi, c'est un sujet qui me passionne, moi, ça, la Lune, l'astronomie. Moi, je sais que vous avez vu des bases sur la Lune. Moi, ça me plaît bien parce que c'est ce que je pensais depuis le départ. C'est un astre mort, mais qui sert de station spatiale relais pour beaucoup de voyageurs. C'est un astre qui a été artificiellement maintenu dans la position. Donc, il y a toujours une phase qu'on ne voit pas. Et c'est cette phase qu'on ne voit pas, c'est là où il y a effectivement des atterrissages. Parce qu'en fait, à part la planète Terre, je veux dire, toutes les autres planètes communiquent entre elles. Donc, il y a des vaisseaux qui partent, qui vont d'un côté, qui vont de l'autre. Enfin, je veux dire, qui atterrissent sur la Lune, c'est une base, disons, d'atterrissage. Et puis, il y a aussi des entités d'un niveau sans doute un peu encore, qui n'ont pas encore évolué, qui sont aussi sur la Lune. Je veux dire, mais à l'intérieur. Parce que chaque planète est creuse, comme la Terre. On parle toujours des êtres de la Terre creuse, des choses comme ça. Mais ça existe partout dans l'univers. C'est pas simplement chez nous. Et donc la Lune, c'est effectivement un astre important. Et si et quand notre planète Terre partira dans une autre dimension, ou gagnera une autre dimension, comme la 5e dimension par exemple, les êtres qui n'auront pas évolué en même temps que la planète, au moins, à ce moment-là, continueront leur expérience sur on pourrait dire un satellite de la Terre qui fera comme une lune. Et c'est comme ça, quoi. Elle créera une lune pour que d'autres puissent continuer dans les mondes à 3 dimensions, qui sont vraiment des mondes très peu. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez 3 dimensions, c'est rien. On est juste dans un monde de longueur, largeur, profondeur. C'est des à bas de ce qu'on peut imaginer, quoi. Absolument. D'ailleurs, sur Vénus, c'est une comment dire, c'est une civilisation qui est très structurée. Hein. Ils sont très mentaux quand même. Ils sont dans le mental supérieur. Ils sont très structurés, non? Oui, je dirais ils sont très intuitifs aussi. On peut dire structurés. Pour eux, il y a des choses qui sont évidentes. Donc, ils n'ont même pas besoin d'en discuter, quoi. Je veux dire, quelle que soit la partie de la vie, c'est pas qu'ils y pensent, c'est que c'est naturel. Donc, ça peut paraître structuré, quoi. On peut avoir l'impression d'une civilisation structurée, peut-être la façon dont je le décris aussi, mais je dirais plus qu'ils fonctionnent à un autre niveau, au niveau où nous, on pourrait fonctionner, parce qu'ils sont passés par les mêmes épreuves que nous, et c'est pour ça qu'ils sont capables de nous aider, et c'est pour ça qu'ils ont pris la Terre sous leur protectorat, la Terre et les humains sous leur protectorat, un peu comme des grands frères, grandes sœurs, quoi. Parce qu'ils sont passés par les mêmes types d'épreuves, quoi, et qu'ils ont réussi à s'en sortir. Alors, combien de siècles, de millénaires ils ont en avance par rapport à nous? On peut le savoir ou alors là, je ne saurais pas dire parce que le temps est tellement complètement différent que c'est difficile, quoi. C'est même moi, quand je suis en sortie hors du corps, j'ai plus le même temps que celui qui est sur Terre. C'est là où on s'aperçoit que le temps est complètement factice. Je veux dire, par exemple, s'il y a 3 heures de temps physique, je peux vivre 3 jours d'expérience. Donc, ça n'a rien à voir, quoi. Et du coup, le temps. Moi, par exemple, quand ils m'envoient un message et qu'ils me disent bon, bientôt, je ne sais pas ce que ça veut dire pour eux. Ils me disent bientôt, ça peut être 20 ans, ce qui nous paraît long, comme demain, quoi. C'est pas pareil, quoi. Donc, alors, j'ai une question, mais si vous ne voulez pas répondre, je comprendrai. Les missions Apollo, alors, c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, je pense qu'il y a des êtres qui sont. Je ne sais pas s'ils sont arrivés sur la Lune. Par contre, qu'ils aient vu des choses, qu'ils soient partis et qu'ils aient vu des choses en tournant autour, oui, parce que c'est Aldrin, je pense, qui en parlait, ou qui a dit bon, bah, je sais maintenant que le Père Noël existe. Ou, bah, ils ont vu des choses quand même, donc il y a des choses qui se sont passées. Maintenant qu'ils soient vraiment normalement, ils n'ont pas d'autorisation pour atterrir, pour allumir en tout cas. Donc je ne suis pas sûre qu'ils l'aient fait vraiment. Mais maintenant, on nous raconte tellement de choses stupides que bon, on ne peut pas savoir, quoi. Je ne pense pas. Sur le chat, il y a des questions par rapport à David Icke qui voit des reptiliens partout. Moi, c'est pas bon. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, j'ai trouvé que son discours dernièrement était pas mal quand même, en Angleterre, là. Parce que quand même, je veux dire, il harangue un peu les personnes en disant maintenant réveillez-vous, donc ça c'est assez sympa. Moi, pendant un moment, je ne disais pas à David Icke parce que je trouve que des reptiliens partout, il n'y a pas des reptiliens partout. Il y a quand même plein d'entités différentes. Et je trouve que ça finit par faire un monde glauque. Donc, au départ, j'étais pas favorable. Ça veut pas dire que, justement, je trouvais que son dernier discours était sympa, mais je n'ai pas vraiment lu, en fait, ce qu'il avait fait à cause de ça. Parce que moi, les reptiliens partout, je suis pas d'accord, quoi, mais bon. Je crois que vous connaissez Anton Parks. Hein, je vous ai entendu dire que vous connaissiez, je crois. Alors, je connais, mais c'est pareil, j'ai pas beaucoup lu et je sais que bon, il est quand même très apprécié, mais je connais pas suffisamment pour pouvoir en parler vraiment. Bon, bah, lui, il parle surtout des Sumériens, comment dire, de l'ingérence des Dracos, d'extraterrestres. Il parle de Andy, c'est ça, non? Non, c'est pas lui. Oui, enfin, en fait, ça serait les Dracos qui auraient génétiquement modifié les humains de l'époque et on aurait fait les Homo sapiens. Adam et Ève seraient les premiers Homo sapiens, en fait. Alors, moi, ce que j'ai vu, j'ai quand même assisté à des épisodes, peut-être, on a parlé ou dans Terre d'Émeraude ou dans Récit d'un voyageur de l'astral, mais je me souviens d'avoir accompagné, donc me m'être mis dans la peau d'êtres qui étaient amenés sur Terre par des vaisseaux. Et je veux dire, c'était pas, on créait pas des esclaves, quoi. Je veux dire, c'était pas pour créer des esclaves. C'est pour ça que là, moi, je peux dire que ce que j'ai vécu, mais dans ce que j'ai vécu, c'était ce qu'on appelle les jardiniers de la Terre, qui sont quand même de super généticiens des planètes et qui sont capables de créer des corps physiques pour s'adapter à un monde. Donc, quand ils ont voulu faire un apport sur Terre avec des habitants, c'était pas forcément pour créer des esclaves, c'était pour créer des entités et qui avaient des corps capables de s'adapter, dans lesquels il y avait des âmes ensuite qui venaient. Donc j'ai vu par exemple, c'est de là que vient par exemple le Yéti aussi. Ça en fait partie de ces premières créations. Il y a des premières créations qui n'ont pas marché, qui se sont arrêtées dans l'évolution, et puis d'autres qui se sont modifiées, d'autres qui ont été modifiées par ces généticiens. Entre-temps, il y a aussi des êtres qui avaient envie d'avoir un troupeau d'esclaves. Et qui donc voulaient. C'est pour ça qu'il y a eu cette ambassade de Shambhala, parce que justement, ils se sont dit on ne va pas laisser la Terre. Les Vénusiens ont dit on ne va pas laisser la Terre juste à ces êtres-là. Mais au départ, les généticiens n'ont pas fait ça spécifiquement pour créer des esclaves. Donc moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vu, c'est des expériences que j'ai pu faire à travers justement des personnes qui étaient amenées sur Terre, parce que quelquefois on peut pénétrer dans le corps d'une personne qui vit une expérience et vivre cette expérience à travers elle, avec le voyage astral. Hein. Et puis donc, voilà. Alors après, c'est pour ça que quelquefois je ne peux pas corroborer ce que dit une personne ou une autre, parce que ça paraît quelquefois différent, quoi. Il y a beaucoup de questions par rapport au voyage astral. Est-ce que tout le monde peut en faire? La question qui revient tout le temps. Tout le monde en fait de toute façon toutes les nuits. Donc, voilà. Alors, tout le monde pourrait en faire physiquement, enfin, je veux dire consciemment. Le tout, c'est d'en faire consciemment. Consciemment, si on en fait pour s'échapper de la Terre, ça vaut vraiment pas le coup. Parce que je veux dire, si on est sur Terre, c'est vraiment pour quelque chose, quoi. C'est parce qu'on a décidé d'être là. Si on veut pas être là, on va être ni là ni ailleurs, on sera nulle part, quoi. Donc, il faut d'abord savoir ce qu'on veut. Si on n'a pas de bonnes racines, on ne peut pas faire vraiment des sorties hors du corps. Au début, moi, ça m'était compliqué parce que justement, je me disais, ah, le retour, c'est vraiment. J'avais l'impression d'intégrer un vêtement trop petit, une poubelle, enfin n'importe quoi. C'était très désagréable. Et puis un jour, il y a un guide, enfin mon guide, qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux dire, tu t'es incarné sur Terre, c'est pour raconter tes expériences, mais aussi, tu es là, sur Terre. Si tu veux pas accepter la Terre, tu seras jamais bien. À partir du moment où j'ai dit, OK, c'est vrai, je suis là pour accepter, puis pour être là sur Terre, et puis pour faire ce que j'ai à faire, à ce moment-là, c'est devenu complètement différent. Donc c'est pour ça. Mais par contre, toutes les nuits, les gens le font. Et puis ils font
choses dans l'astral, font des choses sur d'autres plans, font des rencontres. Il peut y avoir des rêves prémonitoires, il peut y avoir des tas de choses qui se passent. Hein. Donc, Mais on est d'accord, Anne, pour dire à tout le monde que le plus important quand même, c'est d'être bien enraciné. Si on veut être fort spirituellement, il faut avoir des bonnes racines. C'est comme un arbre. Hein. Un arbre qui n'a pas de bonnes racines, la première tempête, il est par terre. Donc, si on n'a pas de bonnes racines, si on n'a pas la terre-mère, je veux dire, sous nos pieds, et si on n'est pas d'accord avec son incarnation, qu'on a choisi quand même quelque part, ben, à un moment donné, je veux dire, ça colle pas. Quoi. Je veux dire, à ce moment-là, on est embarqué dans n'importe quoi et on a peur. Il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que de bonnes racines? C'est une bonne question. Alors, des bonnes racines, ça veut dire vraiment se dire, bon, ok, je suis sur Terre, j'aime cette Terre, j'aime la Terre, pas la planète, et puis j'ai envie de faire quelque chose, je veux dire, ce qui a dans mes possibilités, peu importe, hein, je veux dire, c'est ce qu'on apporte, mais je veux dire, on est là pour à la fois apprendre et en même temps apporter. Et on est là pour ça aussi. Et pas toujours se demander, ah, est-ce que j'ai une grande mission? On a tous des choses à faire. Qu'elles soient petites ou grandes, ça n'a aucune importance. Je veux dire, c'est ce qui émane de nous qui est important. Après, qu'on soit, comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir des êtres de Shambhala qui sont à un extrêmement haut niveau, qui sont cordonniers, ça n'a aucune importance, et qui n'ont pas du tout l'impression de rien faire. Alors, c'est ça. Anne, vous avez rencontré des maîtres de Shambhala? Oui, bien sûr. Je crois que c'était Maître Moria, non? Ou il y en a eu d'autres? Maître Moria, Maître Koutoumi, Jwalkul, oui, enfin, il y en a plusieurs. Ouais. Le tibétain, celui qu'on appelle le tibétain, avec qui on a beaucoup parlé, avec qui on a vécu le voyage à Shambhala d'ailleurs. Quand on était dans l'Himalaya, enfin quand on était au Ladakh, dans un monastère, justement. Est-ce qu'il compte, enfin, est-ce que l'un d'entre eux va s'incarner prochainement, à votre avis, ou est-ce qu'ils sont par exemple, Jwalkul, Moria aussi. Bon, ils ont été incarnés physiquement il n'y a pas si longtemps, quoi. Et puis à un moment donné, bon, ils arrêtent. Et puis après, parce qu'ils travaillent sur plusieurs plans en même temps. Quelquefois, ils font les deux en même temps. Hein. Et quelquefois, ils s'incarnent que momentanément pour une action spécifique. Donc, oui, ça peut. Ils peuvent s'incarner, mais je ne peux pas dire s'ils vont s'incarner demain. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, Jésus, tous les apôtres sont incarnés à nouveau. Alors maintenant, on voit des Marie-Madeleine partout, on voit des Saint-Jean partout, évidemment. On ne voit pas beaucoup de Judas, mais c'est toujours pareil, quoi. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils sont incarnés qu'on est l'un d'eux. Et puis, ça n'a pas d'importance, je veux dire. Et d'ailleurs, si on était l'un d'eux, ben, je veux dire, on ne le clamerait pas partout parce que justement, ils ont un travail à faire. Chacun, mais ils sont répartis dans le monde entier. Ils ne sont pas juste dans un pays ou dans un autre. Donc, Jwalkul, c'est qu'ils sont là en ce moment parce que c'est un moment important. Et on dit, tiens, c'est bizarre, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'incarnations et tout ça. Ben, évidemment, tout le monde veut être là maintenant parce que c'est le moment d'un passage où on peut contribuer à ce passage et en même temps nettoyer nos vieilles histoires. Parce que c'est vraiment, et c'est pour ça que quelquefois ça peut paraître lourd comme incarnation, parce qu'on s'est mis sur, on a décidé de revenir, mais en même temps, on sait que c'est le moment où tout ce qui n'a pas été nettoyé dans d'autres vies et qu'on a laissé un peu de côté, on va pouvoir le nettoyer maintenant. Et on va pouvoir le dissoudre ou le transformer, enfin bon. Je veux dire, parce qu'il y a le cœur aussi, qui est un grand alchimiste, et il faut passer par là. C'est celui qui est la 4e dimension. Si on veut aller à une 5e dimension, mais il faut passer par la croisée des chemins, et le cœur. Et ça, on ne peut pas y couper. Sinon, on reste dans la 3e et c'est tout. Jwalkul était le maître qui a dicté ses livres à Alice Bailey. Et Jwalkul, Moria et Koutoumi étaient, paraît-il, les 3 rois mages. On parle en ce moment beaucoup du retour du Christ, du retour de Jésus, le retour du Messie. Est-ce que ça, on vous en a parlé? Et oui, bien sûr, quand on a écrit par l'Esprit du Soleil, par exemple, je veux dire, on était en Syrie et à ce moment-là, on a eu un contact tout le temps sur un plan subtil. Je veux dire, il nous a donné les enseignements pour aujourd'hui dans ce livre-là, mais en même temps, je veux dire, on l'a rencontré physiquement à ce moment-là. Il avait, on pourrait dire, entre 30 et 35 ans à peu près, déjà à cette époque-là. Donc, il était bien incarné physiquement.
Ah Il oui. était incarné au Moyen-Orient, ce qui ne veut pas dire qu'il est resté. Il était incarné au Moyen-Orient. Je parle de Jésus, hein, je ne parle pas du Christos, parce que là, c'est encore une autre histoire. Jésus était incarné parce qu'il a un contrat avec le Moyen-Orient, mais en même temps parce que et il nous a dit qu'il savait pas encore, c'était pas encore déterminé s'il allait faire quelque chose publiquement ou souterrainement encore. Alors, vous avez une longue histoire avec Jésus, parce que dans Mémoire d'Esséniens, vous l'avez déjà bien connu. Oui, oui, c'est vrai que bon, bah, c'est vraiment pour nous un être avec lequel dont on a été proche, quoi, dont on a reçu les enseignements, dont on a reçu l'énergie. Mais je veux dire, toutes les personnes qui l'ont croisé, ne serait-ce qui ont croisé son regard à cette époque-là, sont quand même imprégnées, ont leurs cellules imprégnées de son énergie. C'est Alors évident, après, hein. plus ou moins, et puis ils s'en souviennent ou pas, mais bon, c'est quand même. Alors, pour ceux qui l'ont jamais lu, je vous conseille hein, de Mémoire d'Esséniens, tome 1, tome 2, quel récit fabuleux. Euh, En ce moment, il y a environ plus d'un milliard et demi de musulmans et 2 milliards de chrétiens qui attendent le retour du Messie, comme le super sauveur, le Superman de l'humanité qui va tuer toutes les forces du mal, va terrasser l'Antéchrist. Est-ce que vous y croyez, cette histoire? Est-ce que sincèrement un super sauveur va faire le travail de l'humanité à sa place? Mais le problème, c'est que les gens attendent toujours de l'extérieur quelque chose qu'ils doivent faire de l'intérieur. Et c'est ça Voilà. le problème. Alors, qui est effectivement, par exemple, que le Christos arrive ou que le Mana ou que Manu, enfin, il y a plusieurs noms que peut avoir cette entité, donc puissante. Mais il n'arrivera que quand le Christ intérieur en nous sera aussi là. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord le faire naître en nous, sinon il n'a pas de possibilité de s'incarner. C'est pas un être, c'est un être qui est tellement puissant qu'il ne peut pas descendre dans la matière s'il n'y a pas quelque chose en nous qui est transformé. Sinon ça brûlerait, je veux dire, ça créerait une extinction autour de lui parce que on vibrerait à un niveau trop dense par rapport à ce que lui peut faire en même temps. Bien sûr. Et il n'y a pas de. Je veux dire, il faut arrêter d'attendre les sauveurs de l'extérieur. Il faut à un moment donné se dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait nous? Je veux dire, Ouais. parce que c'est facile d'attendre en se disant, bon, papa, maman, c'est eux qui vont nous sauver. Mais à un moment donné, non, on est capable de se sauver nous-mêmes. On est capable de faire des choses par nous-mêmes. Et à ce moment-là, peut arriver effectivement une entité qui, elle, va pouvoir exprimer ce que nous sommes. Et à ce moment-là, qui va pouvoir peut-être mettre les choses un peu plus au clair. Mais il faut d'abord que ça passe par nous. Je veux dire, si on ne fait pas le travail intérieurement, ben, ça ne peut pas arriver, quoi. Je suis très heureux de vous entendre dire ça parce que comme je fais très souvent des vidéos sur des thèmes comme ça, dits spirituels, d'éveil, où j'explique à mes auditeurs que c'est pas super Trump ou super Obama ou super Macron ou super Jésus qui va faire le travail d'éveil à votre place. Non, c'est pas la peine. Non, Et, et donc, est-ce que parmi les révélations que vous avez eues sur le nouvel ordre mondial, est-ce que vous pensez qu'ils vont finir par s'en prendre aux enfants en très bas âge afin de leur éviter justement la connexion ou de faire en sorte qu'ils ne puissent pas vraiment se connecter consciemment? Ah, ben, c'est pour ça qu'il y a des lois qui sont votées. Vous avez vu la dernière loi, par exemple, où on peut faire des avortements jusqu'au 9e mois. Ouais. Bon, il n'y a pas que ça, mais en même temps, ça va leur servir, je veux dire, de matière première. Et puis aussi, s'ils veulent des esclaves, ça sera facile parce que ce sont des enfants qui sont tout à fait viables, ce sont des entités qui sont là, hein. Donc, c'est facile, quoi. Ça, c'est une question très importante parce que ce soir, il y a pas mal de gens qui pataugent un petit peu, qui ne sont pas habitués. Comment faire le travail intérieurement? Ah, allez, bon Le courage. travail intérieurement, c'est vraiment à un moment donné se rendre compte que le pouvoir de nos pensées est important, qu'il faut qu'on soit en accord entre nos actes, nos pensées. Je veux dire, oui, c'est ça. Je veux dire qu'on soit en harmonie avec ce qu'on est, quoi. Souvent, il y a une dissociation entre ce qu'on pense, entre ce qu'on dit, entre ce qu'on fait. Et à partir du moment où on va être en unité, où on va être clair, c'est tout ça. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses, quoi.
C'est vraiment vivre au quotidien, à la fois intensément ce en quoi on croit, et puis pas essayer de convertir les autres parce que ça sert pas à grand chose, mais en tout cas s'occuper de soi déjà dans ce sens-là. C'est-à-dire comment j'ai envie d'être moi sur la planète. Est-ce que j'ai envie d'être une petite luciole qui apporte de la lumière ou est-ce que j'ai envie d'être encore un poids ou un pavé dans la mare, quoi. On peut être les deux, mais bon, ceci dit, plus on va... Quand je parle de travail, c'est entre guillemets, parce que... Mais quand même, ça demande de l'entraînement. Par exemple, de voir nos pensées au début, on va tomber dans le piège. Par exemple, on peut se mettre en colère et puis se dire, ah ben ça y est, je suis retombée dans un vieux schéma ancien, quoi, dû à mes formes pensées. Et puis après un peu d'exercice, on va le voir venir, quoi. On va se dire, tiens, quand on se met en colère, au moment où on se met en colère, va le voir. Après, on va le voir avant de se mettre en colère et après, on se mettra plus en colère, par exemple. Mais même s'il y a des colères qui sont salutaires quand même. Hein. Mais... Très belle réflexion de Bernard Fipas, que je salue, qui nous explique que la recherche est intérieure et non pas extérieure et que nous sommes des Christ en devenir. Bravo. Voilà, tout à fait. C'est ça. Mais malheureusement, ouais. j'avais envie de poser une question pas très sympa, enfin pas très marrante. Je veux dire, est-ce que autant pour les élites politiques, les lobbies, etc., que pour les êtres venus d'ailleurs, qu'on qualifie de force des ténèbres, est-ce que vous pensez qu'on pourra s'en débarrasser pacifiquement? De ces êtres-là, ouais. Ils n'existent que parce qu'il y a quelque chose en nous qui existe et qui les attire. Hein. Je veux dire, à partir du moment où en nous, il y aura plus de lumière, je veux dire, ce sont des êtres qui n'aiment pas la lumière, ou qui n'aiment pas le bonheur, ou qui n'aiment pas une certaine qualité d'être. Donc, je veux dire, c'est pas qu'on va les éliminer, c'est qu'ils vont partir d'eux-mêmes. C'est qu'ils ne feront plus partie de notre environnement. C'est bizarre à dire, mais en fait, on est dans le monde qu'on a créé et on crée constamment notre monde par la vision qu'on a des choses et par nos pensées. Donc, nous sommes dans un certain monde. Nous sommes pris par une espèce de folie en ce moment, mais en même temps, c'est des choses qu'on a créées par nos inconséquences. Donc, si à un moment donné, on reprend notre pouvoir, si à un moment donné, il y a de la clarté qui se fait à l'intérieur de nous, si on... C'est ça, si on rayonne différemment, notre monde change. Et c'est ça qui est important. C'est arriver à faire en sorte que le monde puisse changer parce qu'on aura un regard différent, parce qu'à l'intérieur de nous, on aura changé. Et dans ce cas-là, il n'y aura même pas besoin d'éradiquer qui que ce soit parce que l'ombre fait partie de la lumière. Je veux dire, l'ombre est au service de la lumière, même si elle ne le sait pas. Je veux dire, le côté lumineux fait que il comprend à la fois le côté positif, le côté négatif. Ces deux côtés-là existent. Quand il y en a un qui prend trop d'ampleur ou qui, je veux dire, commence à déraper, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est nous qui créons ça. Donc, à partir du moment où si on est capable de le créer, on est capable de le décréer et de créer autre chose. Et quand on va créer autre chose, il y a autre chose qui va se faire. Et on n'aura pas besoin d'enlever qui que ce soit parce que ça va partir de soi-même. Absolument. Vous avez fait un livre aussi sur le peuple animal. Oui. Il y a une question qui est en rapport. Est-ce que les insectes ont une âme groupe? En général, oui. Oui. C'est rare qu'un insecte soit individualisé. Même les abeilles, je veux dire, c'est des âmes groupes, oui. C'est ça, elles obéissent à des entités, à des dévas, à leur propre guide, mais en groupe. Et les troupeaux d'ailleurs, mais même les humains peuvent être des âmes groupes. Hein. Dès qu'ils commencent à agir en troupeau, ce sont des âmes groupes. Donc, et après, ils s'individualisent à partir du moment où ils réfléchissent par eux-mêmes, sans avoir besoin. Alors, on peut avoir besoin d'une communauté, c'est pas ça, mais sans suivre, en tout cas, le troupeau. Moi, il y a un terme que je n'aime pas en ce moment, qui est utilisé un petit peu trop, je trouve. C'est le terme portail organique. J'aime pas ce terme. C'est bizarre, ça, oui. Ouais. Est-ce que selon vous, il existe des êtres, puisque vous parliez tout à l'heure d'une catégorie d'êtres qui serait moitié machine, est-ce qu'il existerait des êtres humains qui n'ont pas d'âme? Alors voilà, c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois. Je dis, il n'y a rien qui n'ait pas d'âme. De toute façon, même le moindre objet physique a une âme.
Donc, a de la vie. Donc, s'il a de la vie, il a de la divinité en lui. Je veux dire, quand on est hors de son corps physique, même une table en n'importe quoi ou un objet, une chaise, n'importe quoi, rayonne de particules de prana et de vie. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une âme individualisée, mais il y a une âme. Donc, on dit qu'il y ait des êtres sans âme, non. Après, il peut y avoir effectivement des robots quelque part, mais bon. Portail organique, pour moi, c'est plus des entités qui sont au service d'autres entités et qui n'ont pas d'émotion. Et donc, ils ne travaillent pas avec leurs émotions parce que, je veux dire, pour eux, ils ne savent même pas ce que c'est. Et ça, c'est possible. Oui, parce que cette question revient souvent, est-ce qu'un être sans conscience a une âme? Pour moi, oui. Il a une âme, bien sûr. Il a forcément une âme. Je veux dire, tout le monde a une âme. Bah, après, est-ce que cette âme, est-ce qu'elle a choisi le côté sombre de la matière ou est-ce qu'elle a choisi le côté lumineux? Ou elle est en train, est-ce qu'elle est en apprentissage parce que, par exemple, ça peut être des gens qui viennent de mondes à deux dimensions, qui sont en train d'apprendre sur le monde, qui sont ce qu'on appelle des âmes jeunes, par exemple, qui n'ont pas beaucoup d'incarnation derrière elles et qui sont en train d'apprendre à travers leur ego, à travers comme par exemple, j'ai un exemple parce que quand le moine cambodgien, à un moment donné, dans un de mes livres, est face à son bourreau. Il est au Cambodge, il est face à un Khmer rouge. Sa religion, je veux dire, ce en quoi il croit, il ne peut plus s'y raccrocher. Il est devant des parois lisses. Mais à un moment donné, au moment où le bourreau va le tuer, il y a un bourreau qui est évidemment violent, brutal, enfin on imagine les Khmer rouges, quoi, hein, avec leurs prisonniers, et qui vraiment déconsidère tout ce qui est intellectuel, religieux et tout ça. Mais au moment où son bourreau va le tuer, il a un instant où il va passer à l'intérieur du corps de ce bourreau. Et là, il se rend compte que cet homme, c'est une âme jeune et simple, qui est en train d'exercer le pouvoir, l'autorité, de faire l'expérience avec tout ça. Et à ce moment-là, toute sa colère tombe, le bourreau le tue, mais lui, il n'a plus rien à voir avec lui parce que c'est fini, je veux dire. Il n'y a plus d'histoire entre eux. Enfin, lui, il n'a plus d'histoire avec lui, avec le bourreau, parce qu'il n'en veut pas. Il a compris à cet instant, et ça a duré un quart de seconde, mais un quart de seconde qui a fait que c'était complètement différent. Enfin, je veux dire, tout s'est résolu pour lui en cet instant-là. Et c'était un vrai livre sur la compassion, parce que j'ai trouvé ça très beau comme passage, enfin, comme de voir ça. Il y a, vous savez, en ce moment, enfin, ça se multiplie et c'est de plus en plus visible puisqu'ils sont, comme vous disiez tout à l'heure, ils se dévoilent. On parle des forces des ténèbres, ils se dévoilent de plus en plus. Et dans le milieu du show business, surtout de l'industrie du disque américain, il y a de plus en plus d'artistes qui, à travers les vidéoclips, nous farcissent de symboles satanistes. En veux-tu, en voilà. Et ces artistes disent tous, au bout d'un moment, qu'ils ont vendu leur âme au diable, ils sont obligés de faire certains signes, le Belzébuth, machin. Comment ça, selon vous, vous en avez rencontré dans l'astral des personnes qui avaient, je ne sais pas comment, ce qu'ils font, est-ce qu'ils signent avec Satan, avec leur sang, je ne sais pas ce qu'ils fabriquent exactement. Un peu comme certains chefs d'État, comme tous les chefs d'État d'ailleurs qui sont en poste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils signent des contrats avec leur sang, avec des messes noires, avec des pratiques de ce genre-là, pour avoir en contrepartie du pouvoir, des protections. Et je veux dire, par exemple, pour les artistes, c'est pour avoir de la gloire ou de la notoriété. Donc, c'est ce prix qui leur est demandé. Donc, effectivement, il y a ça, quoi. Je veux dire, il y a ces pactes qui sont faits. Mais après, bon, parler de diable, oui, pourquoi pas, quoi. Mais je veux dire, j'ai pas rencontré un diable incarné. Ceci dit, qu'il y ait des forces négatives qui leur demandent de faire des choses, qui leur demandent de signer des pactes, où effectivement ils peuvent boire du sang, ils peuvent faire des messes noires, ils peuvent faire des tas d'atrocités, en contrepartie de choses complètement matérielles. Mais ça s'est toujours fait. Je veux dire, par exemple, au Tibet, il y avait des castes qui étaient complètement inconnues. Il y avait un hôpital où il y avait des moines qui voulaient une éternité. Et pour avoir cette éternité, c'était un hôpital qui était soi-disant un hôpital de guérison, enfin un hôpital de médecine.
Donc, quand il y a des gens qui y allaient, s'ils arrivaient à trouver des personnes assez jeunes et en assez bonne santé, ils finissaient par les faire prisonniers, par les laisser pourrir dans un cachot, et ils se nourrissaient de l'émanation de la pourriture qui sortait de ces êtres qu'ils laissaient pourrir doucement. Donc, je veux dire, c'est des choses qui existent et qui ont toujours existé. Les pratiques magiques, je veux dire, ça a toujours été, c'est pas nouveau, quoi. Il y a toujours eu ça. Qu'est-ce qui lui arrive au niveau de l'âme à ce pauvre artiste, je vais pas en citer, mais il y en a tellement, d'ailleurs, qui meurent tous avant 69 ans en général. Alors, eux, ils ne sont pas demandé l'éternité, donc ils meurent. Ceux qui demandent l'éternité, ils vont être maigres, pâles, éternels, mais d'une façon bizarre, quoi. C'est pas une belle éternité, c'est pas une belle gloire non plus, en définitive. Et quand ils meurent, je veux dire, souvent, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ils vont passer dans des mondes qui correspondent à leur âme, et qu'à un moment donné, ils vont avoir des incarnations qui vont leur permettre, on va se dire, ah, pourquoi il a autant de problèmes, ou pourquoi est-ce qu'il est mal foutu comme ça, ou pourquoi ça peut. Je dis pas qu'ils sont à tous, que tous les gens qui ont des problèmes physiques ou mentaux en font partie, mais il y en a qui peuvent effectivement en faire partie. On ne sait pas ce qui se passe après ou comment ils vont régler leur histoire. Mais... Et quand je dis, en fait, l'ombre est toujours au service de la lumière, ça veut dire que la lumière ne permettrait pas à l'ombre d'exister si elle ne le voulait pas. Mais c'est l'ombre qui nous permet de faire des choix. Je veux dire, si on n'avait pas ce côté ombre qui nous stimule à un moment donné pour nous dire mais qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut ça ou est-ce qu'on veut autre chose? Ben, on n'avancerait peut-être pas non plus. Hein. Que peut-on dire à ces personnes qui n'arrivent pas à adhérer au concept de réincarnation et de karma? Ouais, on ne peut pas convaincre quelqu'un de toute façon. Hein. Non. Je veux dire, moi ça ne m'intéresse pas de convaincre une personne parce qu'on perd du temps, on perd de l'énergie. Elle fonctionne à son niveau, elle fonctionne à son rythme. Hein. Mais à un moment donné, je veux dire, quelquefois, ça devient évident. Il y a des gens qui vivent des expériences et pour eux, tout d'un coup, ça devient évident alors qu'ils ne savaient même pas que ça existait. Donc, on ne peut pas savoir ce qu'une personne est venue apprendre ou pourquoi elle est matérialiste ou pourquoi elle ne croit pas en telle ou telle chose. Quoi. Absolument. Ouais. Est-ce qu'avec leur vaccin, vous pensez qu'ils vont réussir à empêcher les gens de se connecter ou à en faire vraiment des esclaves Pas forcément. Entre le vaccin et la 5G, il y a, disons, toutes les possibilités pour que ça puisse arriver. Je veux dire, c'est à nous, à un moment donné, de dire, bon, on se débrouille sans eux. S'ils nous disent, vous n'avez pas de vaccin, vous ne voyagez plus, vous n'allez plus dans les magasins, vous faites plus ci. C'est pour ça que je dis, il faut s'organiser en réseau. Et dans quelques jours, là, le 15, on va faire une émission avec les lanceurs d'alerte sur Zoom. Et j'espère que, justement, ils vont nous dire eux aussi ce qu'ils en pensent. Et comment ils vont gérer ça. Parce que ce sont des gens qui ont l'habitude de se battre et de faire des choses à contre-courant. Comment est-ce qu'ils vont faire? C'est ce qui m'intéresse aussi de savoir. Quoi. En tout cas, je vous remercie d'avoir relayé une de mes vidéos sur votre site. C'est la seule vidéo qui a été strikée d'ailleurs. Elle a disparu. Ben, j'avais fait une vidéo sur les épandages de Bill Gates avec le. Oui, bien sûr. Oui, bah, ils me l'ont supprimé. Ils l'ont supprimé de YouTube, donc en fait, elle est plus visible. Même sur votre site, elle n'y est plus. Ils en suppriment beaucoup en ce moment, hein, de toute façon. Donc, il va falloir trouver comment passer par des réseaux sociaux qui soient différents. Et, on est en train de chercher avec des informaticiens. Bah, moi, j'ai mis une sauvegarde de mes vidéos strikées sur un site qui s'appelle BitChute, qui est une. Ouais. Oui. Donc, en fait, cette vidéo qui n'existe plus, bah, elle est visible quand même là-bas. Anne, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ce que je peux dire aux personnes, c'est surtout d'avoir confiance que rien n'est joué, que la Terre passera de toute façon dans une autre dimension. Et qu'il n'y a aucune raison que nous on passe pas avec elle. Maintenant, c'est à nous de voir comment on veut que ça puisse se passer. Si ça peut se passer le moins compliqué possible, ça serait une bonne idée. Après, voilà, quoi. Je veux dire, est-ce qu'on est capable de se lever? Est-ce qu'on est capable de ne pas avoir peur? Est-ce qu'on est capable de dire non? Moi, je suis beaucoup pour le boycott. Je suis beaucoup pour la résistance passive. Parce que je me dis, on n'est même pas obligé de sortir de chez soi pour faire ça. Et on peut très bien le faire. Je veux dire, se dire, bon, ok, on n'a pas envie de nourrir ce qui est contraire au vivant. On nourrit ce qui est pour le vivant. Et à ce moment-là, je veux dire, on va faire
je veux dire, je sais pas, il faut lister les gens qui, eux, sont, par exemple, sont un peu plus laxistes par rapport au masque, ceux qui vont faire des choses qui sont positives et tout ça, et les soutenir. Et au contraire, laisser tomber tout ce qui ne l'est pas. Et à la fin, ça va venir de soi-même, et nous, on va arriver à se trouver dans un autre monde, et on va le créer, cet autre monde. Et on s'en fiche qu'on dise, on vous ferait pas ci, vous ferez pas là. Bon, nous, on travaille beaucoup en voyageant, ben, on n'a pas pu voyager, mais on se débrouille, quoi, je veux dire. Bon, c'est vrai qu'on est dans un lieu privilégié. Il y a des gens qui disent, bah, vous dites, soyez autonome, comment on peut l'être quand on est en appartement? Ben, c'est sûr. C'est pas évident non plus, ça. S'il y a des gens qui veulent vous contacter, ils peuvent vous contacter comment? Ben, ils peuvent écrire par mail. Bon, c'est sûr que je vais pas répondre à tout le monde, mais je réponds toujours à 3 questions, par exemple, par mois. Donc, s'ils ont des questions particulières qui peuvent intéresser tout le monde, ok? Et on finit par y répondre Oui. quand même. Non, mais s'ils veulent déjà se renseigner parce que vous faites des soins esséniens. Alors moi, on a beaucoup de thérapeutes maintenant un peu pour partout. Donc, il faut qu'ils regardent, je veux dire aussi dans le site, il y a le nom des thérapeutes, notre secrétaire qui donne aussi les noms de ceux qui ne sont pas sur le site. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités. Vous nous préparez un livre? Mais peut-être. Ah, Là, on a fait un film, alors du coup, ça nous a pris beaucoup d'énergie aussi, le film là. Mais maintenant, oui, bah, peut-être. Ouais. J'attends parce que c'est pas moi qui décide en fait des livres. Hein. Ça dépend du sujet qu'on va me proposer. d'accord. Bien, Anne, on vous remercie beaucoup. Vous restez avec moi 2 minutes, juste le temps de dire au revoir aux gens. Oui. Et puis, bah, peut-être à bientôt, un de ces jours. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un grand honneur. Et j'espère que tout le monde a apprécié à sa juste valeur l'intervention d'Anne Givaudan. Merci beaucoup, Anne, et merci à tous. Bonne fin de soirée et à bientôt.